J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé et l'enseignement pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et bienvenue une fois de plus dans le compte de votre émission Débat 24+. Beaucoup de questions se racontent, beaucoup de rumeurs, parfois même une sorte de achalandage sur terrain en ce qui concerne le financement de forages. C'est vrai qu'en dessous des arbres, les vieux, les petits se racontent, se disent des choses. Et même, il y a calomnie des noms de certaines autorités par rapport à ces dossiers de financement de forage, de questions de lampadaires en RDC. Et vous le savez comme moi, la personne au centre de ces débats, c'est l'argentier national, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau afin de débattre sur la question, afin d'apporter des lumières par rapport à ces questions des surfacturations, forages, lampadaires à Kinshasa et en province. J'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau, mesdames et messieurs, Christian Malenga. Il est doctorant en gestion des entreprises publiques à qui j'ai dit merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue. Merci, monsieur. Content de vous recevoir, ça fait longtemps, content de vous recevoir. Le partagé, oui, ça fait très longtemps. La dernière fois, je crois, on s'est vu sur Willery. Ouais. C'est d'ailleurs en passant. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Je sais que c'est pas la première fois que je vais vous recevoir. Ça va être qu'un début. Avec vous, nous allons parler, n'est-ce pas, de la problématique de la surfacturation. C'est cette question qui soulève beaucoup de débats, n'est-ce pas, aujourd'hui, et une question qui met au centre le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Première question de notre entretien, j'ai lu un article qui dit ceci: Tshisekedi est orphelin d'un argentier national. Tshisekedi est orphelin d'un très bon ministre des Finances. Quelle est votre réaction? Bon, ma réaction, elle n'est pas comme celle de tout autre Congolais qui pense qu'il est orphelin d'un ministre des Finances. Mais moi, je pense que c'est une blague à la con concoctée par les ennemis de la République et ceux qui ne veulent pas voir le président réussir dans son mandat, dans leurs officines, sont en train de préparer des histoires qui ne sont pas correctes. Je ne suis pas le porte-parole de Nicolas Kazadi, je ne suis pas, moins encore son collaborateur, mais je suis juste un Congolais révolté. Très bien. Je me suis rendu compte qu'il fait face à un lynchage médiatique. On entend les vilipender. Il fait face à des campagnes de diabolisation à travers les médias. Bon, moi, je suis membre d'un mouvement citoyen dénommé Le Réveil. Dans le cadre de notre structure, nous avons pour objectif la bonne gouvernance ainsi que la lutte contre les antivaleurs. Et justement, ce genre de campagne, j'appelle ça antivaleurs. Okay. Contre une personne qui fait dignement son travail, qui respecte le chef de l'État ainsi que les institutions du pays. Il remplit ses tâches conformément à la loi. Et quand je vous parle là, il est en train de se battre nuit et jour. Il est aux États-Unis d'ailleurs, où il est parti répondre à une invitation du FMI. Très bien. Parce que on venait d'avoir la 6e revue. Donc c'est quand même un exploit. Très bien. Mais vous verrez que ces gens-là ne parleront pas des exploits. Ils ne parlent que du côté négatif. Donc, très bien. Après, moi, je pense que j'ai beaucoup à dire
Ouais. Mais On va y aller. tant qu'on a encore ici. On va y aller in crescendo. C'est vrai, j'ai aussi suivi cette innovation du ministère des Finances avec le conseiller Anissé, qui Justement. est même le chargé de communication du ministère, mais aussi j'ai suivi cette innovation en termes de la 6e revue du FMI qui dédouane notre pays de dettes extérieures, Justement. dettes qui relèvent depuis 1971 avec Mobutu. Mais écoutez ce qu'un confrère affirme sur les réseaux sociaux, il s'appelle Dou Jésus Beledou. Il dit en RDC, un forage avec les dispositifs solaires a coûté 2,977 000 $. Et pourtant, certains techniciens s'accordent à dire qu'un forage ne saurait dépasser 10 000 $. Tous les débats commencent On autour parle du de forage. 200. Il parle de 297 000. Dans cette Un forage. Bon, ce que les gens doivent savoir, c'est quoi? Nicolas Kazadi n'est pas un technicien en matière de forage. Très bien. Ça, c'est un marché public qui a été conclu. Je vais essayer un peu de prendre une tournure pédagogique Très bien. parce qu'il y a beaucoup d'amalgame dans ce dossier. Nicolas Kazadi, bon, je reviens d'abord par le marché public. Nous avons la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 qui régit les marchés publics en RDC, la passion des marchés publics. Et lorsque vous jetez un coup d'œil, soit tout ce que vous lisez largement, cette loi, nulle part vous verrez la signature du ministre des Finances dans la décision Ouais. ou soit dans l'attribution des marchés publics. Ok. Donc, Il n'intervient nulle part. nulle part. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons les autorités de régulation et de contrôle des marchés publics. Ok. Pour ces autorités, nous avons la Direction générale du contrôle des Le marchés marché publics. public. Nous avons DGSMP. l'Agence des régulations Ouais. des marchés publics. La Direction générale du contrôle des marchés publics est sous tutelle du ministre des Budgets. Ok. Et même Borges. Justement. L'Agence des régulations des contrôles des marchés publics est sous tutelle du Premier ministre. Ok. Samalo Kondé. Samuel Kondé. Donc, lorsque on lance un appel d'offres, il y a justement les soumissionnaires. Lorsque vous venez soumissionner, il y a un principe dans le cadre des marchés des travaux, le moins offrant prend le marché. Maintenant, dans le cadre de ce marché, moi je vais faire comprendre aux gens à quel niveau le ministre des Finances Est intervenu. Très bien. C'est ce que l'on veut savoir. Oui. Parce que lui, à ce niveau, lorsqu'on dépose le dossier, ce n'est pas chez lui. D'abord, je reviens sur différents aspects concernant les marchés publics. Nous avons aussi les autorités d'approbation, qu'on appelle autorités approbatrices dans le cadre des marchés publics. Parmi ces autorités, nous avons le Premier ministre, nous avons le ministre des Budgets et le ministre des tutelles. Ok. Le ministre des tutelles, dans le cas de ces forages, c'est le ministre du Développement rural, Très bien. Robota. justement. Monsieur Robota. Je ne le connais pas personnellement. Très bien. Mais moi, je dis science. Donc, s'il y a une surfacturation, ça doit être au niveau du traitement des dossiers des soumissionnaires, soit au niveau de la primature, soit au niveau du ministre des tutelles, qui est le ministère de développement rural, soit au niveau du ministère des budgets. Parce que nulle part, dans tous ces mécanismes-là, des décisions, des contrôles, l'attribution des marchés publics, le ministre des Finances n'intervient nulle part. Il n'intervient nulle part. Bon, moi je me demande par quel miracle. Oui, en fait, c'est la question par que je quel me miracle pose. Parce il que- a pu surfacturer Ah ben le voilà. projet. Et comment son nom tombe dans ces dossiers? Justement, ça ce sont des cabales Ouais. montées par les gens qui ne veulent pas voir sa tête dans ces ministères. Bon, c'est vrai qu'il y a une interview qu'il a réalisée, je crois, avec mon aîné Jean-Marie Kassamba, un entretien dans lequel il aborde la question, n'est-ce pas, liée au forage. Et c'est là que les gens se posent la question, comment est-ce que lui, en tant que ministre des Finances, prend-il, n'est-ce pas, le monopole d'aborder une question qui relève de la compétence du ministre du Développement rural? Non, mais c'est lui les financiers Très bien. de tous ces projets-là.
Donc, il a le plein pouvoir de pouvoir jeter un coup d'œil sur l'exécution des travaux. Donc, par exemple, étudier entre les financements et les taux de réalisation. Parce que, comme ça s'est fait graduellement, on libère la première tranche, on voit l'évolution des travaux. On libère la deuxième tranche, on voit l'évolution des travaux. Il peut intervenir de toutes ces questions-là. Pourquoi ça énerve les esprits? Il est libre et il en a le plein pouvoir. Et aussi, un autre aspect que je voulais faire remarquer. Dans le cadre de ce projet de forage, comme on appelle abusivement, ce sont des mini-usines de captation d'eau. De captation et de traitement d'eau. On peut nous balancer l'image du petit forage là, on peut balancer le petit forage. Le petit forage, c'est différent de nos forages, habituels où juste on creuse un puits puis on sort l'eau. Mais dans le cas de ce projet, ça sont des mini-usines de traitement. On parle de stations solaires, de pompage, de traitement d'eau. Les bénéficiaires de ces différents projets, là où ils sont, ils consomment la même eau que ceux qui sont à Kinshasa. Très bien. Et ce projet, même quand on dit que Nicolas Kazadi a surfacturé, ça relève de la mauvaise foi. Nicolas est devenu ministre des Finances en quelle année? Est-ce que quand ce projet, dans différents documents que je vous ai envoyés, lorsque vous lisez la date complète, est-ce qu'à cette époque, Nicolas était déjà... Non, il faut ministre? Au moins ici relever que ce projet a été signé à l'époque de Ilunga Kamba avec le ministre Sele Alagouli. Voilà. C'est que lui, monsieur François Orbota, n'a fait que encaisser la succession, n'est-ce pas, la continuité de la chose publique. Très bien. Justement. Et Nicolas Kazadi, il était encore ambassadeur du Sénégal de l'État. Très bien. Dans la présidence. Est-ce qu'il était un petit dieu pour pouvoir s'imaginer qu'il deviendrait un jour ministre des Finances pour qu'il commence par surfacturer les projets? Ce projet a débuté, il a été conçu quand il était encore à la présidence. Il était ambassadeur du chef de l'État. Il n'était pas encore ministre des Finances. Donc, il vient comme ça, pas un coup de baguette magique. Il dit non, amenez-moi le projet là, je vais pouvoir le surfacturer. Et puis, par quel mécanisme? Je l'ai démontré ici. Lorsqu'on étudie les mécanismes, il intervient nulle part. Marché public. Il intervient à quel niveau? Il n'est ni ministre des tutelles, ni ministre des budgets, ni premier ministre. Il va intervenir où? Et puis, ce projet, c'est un projet dont la décision a été prise au cours d'un conseil des ministres. Tout à fait. Ourubota a présenté l'évolution. Ah, mais justement, alors je veux aussi qu'on me dise une décision prise en conseil des ministres. Nicolas Kazadi devait lui s'opposer pour ne pas faire des financements, c'est ça. Et après, on dit qu'il est en train de bloquer la machine. Il est reproché de faire les gaspillages des ressources publiques. En même temps, on lui reproche de bloquer la machine de l'État. C'est quelle contradiction? Bon, c'est vrai que on devrait un peu clarifier. C'est vrai que le ministre Nicolas Kazadi, il fait un très bon travail, mais il y a beaucoup d'accusations à son égard. Vous voyez, lorsque nous abordons la question de la surfacturation ou la question du forage, il y a une autre question qui revient, le paiement. On parle du paiement en urgence de l'ordre de 27 millions de dollars à M. Mike Kassenga, qui est le PDG de l'entreprise Stever Construct Cameroun Sarl. C'est quoi la proximité de cette question avec M. Mike? Bon, moi je pense que Nicolas a seulement pour malheur sa rigueur dans la gestion des ressources de l'État. À votre avis, il est clean? Sa rigueur. Vous l'innocentez? Mais il n'a pas été prouvé qu'il a détourné. Ça, ce sont juste des cabales politiciennes. Très bien. On parle d'un décaissement en urgence, sans respect de procédures et mécanismes prévus. Oui, mais est-ce qu'il y a un document qui prouve que ce financement a été opéré? C'est celui qui a les documents. Moi, je suis là pour un débat contradictoire avec les documents en question. D'ailleurs, j'ai fait une étude au ministère des Finances. Je crois que j'y étais il y a quelques jours passés. Dans le cadre de mes enquêtes sur ces dossiers. Parce que moi, je me suis dit, étant un Congolais conscient, un Congolais révolté, je ne peux pas voir un autre Congolais en train d'être lynché comme ça dans des médias et je reste bouche fermée. Comme il y en a qui s'estiment avoir le droit de pouvoir l'accuser de tout mot, moi également, j'ai le droit de le défendre. Bon, vous ne pensez pas que le plus grand péché commis par Nicolas Kazadi
est celui d'aborder une question qui relève de la compétence du ministre de Développement rural? Non, mais il aborde dans quel contexte? Il faut juste mettre le contexte au devant de tout. Il n'est pas venu pour commencer à dire, voilà, donner les détails sur les projets. Non. Il ne parle que des financements. C'est comme un trésorier. Il doit se rassurer de la disponibilité des fonds provenant des différents services de l'État. Il doit se rassurer que dans tel ou tel autre projet, le financement a été opéré, ils sont à quel niveau. Dans tel autre projet, le financement a été opéré, ils n'ont pas exécuté. Et il doit faire ces suivis-là. Et lorsqu'il parle de ça, ça devient un problème. Mais le forage aussi, donc, elles sont concernées, sont où? Et aussi, revenons sur l'affaire de 27 millions. 27 millions. Il n'a jamais été prouvé. 27 millions de dollars à M. Mike Kassenga en termes de... Moi, j'ai eu accès à beaucoup de documents du ministère des Finances. C'est parmi les libellés que le ministre ne paye pas. Ça n'a jamais été payé. Ok. Ça n'a jamais été payé. Que c'est lui qui a la preuve de ce qui est en train d'être rencontré ici, qu'il a décidé de la justice. C'est très simple. Parce que, vous voyez, une matière comme ça, c'est une matière sensible. Ouais. Déjà, il y a certains politiques qui savent jouer avec la sensibilité des Congolais. Déjà, ils savent que lorsqu'ils parlent des détournements contre une personne, déjà, c'est la clameur publique. Ouais, qui voilà. Ouais, qui va prendre l'affaire. Maintenant, est-ce qu'un problème de détournement, il faut le régler à travers les médias? Non, mais il faut porter la question d'être en justice. Maintenant, lorsqu'on apporte un problème comme ça devant les médias, donc ça devient un complot contre la personne de Nicolas Kazadi. Parce qu'il y a des juridictions compétentes pour pouvoir tabler sur la question. Donc aujourd'hui, on vient sur les médias. On vient sur les médias et lorsqu'on va dans des juridictions différentes, on se rend compte qu'il n'y a aucune plainte qui a été déposée contre le monsieur. Le ministre. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, pour vous, Nicolas Kazadi n'est pas concerné ni de près ni de loin. Vous et moi avons le droit, le plein droit qu'elle confère la Constitution, lorsque nous constatons que la gestion de la chose publique n'est pas bonne, on a le plein droit de décider les juridictions compétentes. Mais c'est quoi ce faux bruit? Venir sur les médias, dire qu'il a détourné, mais en même temps, ce n'est pas prouvé, il n'y a aucun document. S'il y a un document qui prouve qu'il y a le financement opéré de l'ordre de 27 millions, bon, moi, alors je vais arrêter de le défendre. Ouais, 27 millions. Voilà, et on parle de 27 millions, c'est dans le débat. Je vais arrêter de le défendre. On parle 27 millions, décaissés en urgence. Il n'y a pas eu, c'est pas passé par la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics. Il n'y a pas eu ce qu'on appelle avis de non-objection par rapport à ces dossiers. Mais une question que la population se pose, c'est que les forages sont où? Oui, mais c'est justement... C'est vrai que dans vos enquêtes, vous avez posé la question. Les taux d'exécution, les taux de financement de ces travaux par rapport au taux d'exécution, ça ne corrobore pas. C'est pourquoi même, il y a un document que je vous ai envoyé. Ouais. Je crois que Manassé va faire passer les éléments. Justement, dans ce document, il est bien indiqué, il y a un accusé de réception que le ministre des Finances adresse. Donc, il y a accusé de réception de la note demandant notamment le paiement supplémentaire, donc le paiement restant sur la compte qui a été déjà opéré. Le ministre a bloqué le dernier compte. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas la coïncidence, donc la correspondance entre les fonds déjà décaissés et les taux d'exécution. Et une question comme ça, c'est une question technique. Allez voir les ministres des tutelles, pourquoi les travaux ne sont pas exécutés à tel taux alors que l'argent était déjà déboursé. C'est pas le ministre des Finances. C'est la mauvaise direction. Non, mais posez la question à Nicolas Kazadi, c'est une mauvaise direction à votre avis? Laquelle? En fait, d'essayer de comprendre pourquoi un forage peut-il coûter 270 000 $. Non, mais c'est ça que j'ai dit que ce ne sont pas des forages ordinaires. Bon, ce ne sont pas des forages ordinaires. Est-ce que c'est vrai que vous n'êtes pas expert en la matière, mais j'ai envie de vous dire, mais c'est quoi la particularité de ces forages-là? Oui, mais ce sont des usines. Les forages ordinaires ne traitent pas l'eau. Donc voilà, ces usines-là, on a vu la photo, on a vu l'image, on a vu un panneau solaire, on a vu... Est-ce que vous savez que les matériels ce sont des matériels importés? Très bien. Pour partir de là où on les achète, jusqu'ici au Congo, ça prend pas moins de 60 000 €. Ok. Moi, je ne connais pas M. Samba Bachili. Ouais. J'ai mené mes enquêtes sur les dossiers en question, différents matériels. Il y a une bâche même qu'on utilise là-bas. Cette bâche-là coûte pas moins de 45 000 €. Samba Bachili, il faut rappeler, il est le PDG de Sotrad Water. Justement. Je l'ai connu seulement à travers la correspondance, à travers les contrats que j'ai lus.
avec le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Donc, ce sont des petits faux bruits que les gens propagent juste pour ternir l'image de quelqu'un. De Nicolas Kazadi. Parce que lorsqu'il y a des tournements, normalement, vous devez tâcher de saisir les juridictions compétentes. En apporter aussi les moyens de preuve. Jusque-là, il n'a jamais été prouvé que Nicolas Kazadi a opéré le paiement de 27 millions. Bien au contraire. Et aussi, il n'a pas été prouvé que Nicolas Kazadi a surfacturé. Pourquoi? Parce qu'il n'est intervenu nulle part dans la conclusion de ces marchés, l'attribution de ces marchés. Très bien. Mesdames et messieurs, vous suivez Débat 24. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir M. Christian Malenga. Il est doctorant en gestion des entreprises publiques, mais aussi un citoyen congolais, un citoyen révolté, n'est-ce pas, qui a mené ses enquêtes sur cette problématique de surfacturation, forage coûtant de plus de 277 000 $. Et là, il apporte les lumières avec les contrats qu'il a en main grâce à son étude réalisée. Et moi, je me pose la question de savoir comment est-ce que, n'est-ce pas, par rapport à la clameur publique qui estime que Nicolas Kazadi est au centre de tout, comment l'innocenter, comment dédouaner ces derniers? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un point de presse durant lequel lui-même va démontrer qu'il n'est concerné ni de l'un ni des près, ou il faut que le ministre de tutelle, disons le ministre François Robota, prenne la parole afin d'éclairer la lanterne? Mais justement, à ce niveau, s'il faut vraiment charger quelqu'un, c'est le ministre en charge du développement rural. Parce que lui aussi, il intervient dans le mécanisme d'approbation de ce marché. Et je pense qu'il a des experts dans son cabinet qui devaient tabler sur la question pour voir. Et aussi, il y a un élément. Lorsque vous constatez bien ce projet-là, le projet des forages était un projet, le coût total, le coût total était pour que 1000 forages soient livrés. C'est quand on vient avec le projet auprès du ministre Nicolas Kazadi, un projet déjà conclu en son temps, quand lui était encore la présidence. Alors, lorsqu'il prend connaissance du projet avec ses services, il se rend compte que le coût était exorbitant. Alors, au lieu des 1000 projets, vous devez rabattre le prix. Au lieu des 1000 forages, vous devez rabattre les prix et augmenter les forages. C'est qu'on est passé des 1000 forages à 1340. 40 forages. Pour 390 millions de dollars. Donc, justement, vous voyez que c'est d'ailleurs lui qui a pesé de son poids et de sa technicité pour pouvoir aider la République à bénéficier. Donc, tu veux dire que Nicolas Kazadi a sauvé la nation contre le frappeur? Il a sauvé les millions de l'État qui devaient aller comme ça en vain. Il est parti en fumée. Il a sauvé les millions de l'État. J'ai vraiment envie que l'IGF nous dise aussi ça, et aussi le parquet général près la Cour de cassation, qui nous disent véritablement que Nicolas est celui qui est venu sauver la République de ces millions de sautrats. Mais l'IGF, s'il s'avère que l'IGF a des preuves que Nicolas qui a surfacturé, mais l'IGF a toujours fait son chantage comme d'habitude contre les personnalités qui travaillent mieux pour la République. Vous vous souvenez de l'affaire du ministre Tony Mwaba, on a assisté à un scénario ici au Modémou. Alors, si l'IGF estime que Nicolas Kazadi a surfacturé, alors qu'on nous amène les preuves. Très bien. Il a surfacturé. On va clôturer ce dossier de Nicolas Kazadi. On ne peut pas prendre la République avec le populisme. Donc, c'est moi qui travaille bien, c'est toujours moi qui suis le gérant, c'est moi qui suis à la sécurité de l'argent de l'État, c'est moi. Non, à un moment donné, on doit arrêter avec cette blague. Tout le monde concourt au bien-être de ce pays, au bon avancement de ce pays. Donc, je ne vois pas comment, lui, les messieurs de l'IGF, est-ce que sans la transparence, il s'appelle Jules Alinguet. Sans la transparence de Nicolas Kazadi, où est-ce qu'il aurait des documents pour commencer à faire tous ces chantages? Très bien. Bon, Souffré, je pose une dernière question avant de passer à notre sujet. Certains, par rapport à la clameur publique, par rapport à tous ces débats autour de la surfacturation, autour d'autres questions aussi, les gens estiment que Nicolas Kazadi ne fait pas la fierté, n'est-ce pas, de l'UDPS et du président Tshisekedi. Quelle est votre réaction? Mais on ne fait pas la fierté pour... On dit même qu'il ne mérite pas d'être reconduit. Bon, un bon ministre des Finances, c'est lui qui ne vient pas flatter les gens. Vous voyez? Lorsque vous avez un ministre des Finances qui est aimé des gens,
Donc c'est un mauvais ministre des Finances. Donc, juste les innovations qu'il a apportées. Parce que vous savez, dans ce pays, il y a des arrêtés qui ont été signés depuis 2010 sur la numérisation, digitalisation, qui n'ont jamais été mis en application. Je ne m'en doute pas. Effectivement. Mais c'est avec Nicolas Kazadi que l'on vient de vivre la mise en œuvre. Et enfin, mais les prouesses de Nicolas Kazadi, ce ne sont pas des prouesses dont on peut voir comme ça et c'est passé. Vous avez les réserves de change laissées par le ministre Cédric Alagouli à 1,6 milliard de dollars. Aujourd'hui, nous sommes à 5,4 ou 5 milliards de dollars en 3 ans seulement. Et là, vous dites que c'est un mauvais ministre des Finances. En 2020, on est à 7 milliards quelque chose de mobilisation des fonds de l'État. En 2023, on est à 290 quelques milliards de francs congolais mobilisés par les régies financières. Vous dites que c'est un mauvais ministre des Finances. Donc, vous voulez qu'il se plonge un peu comme d'autres ministres dans le gaspillage. Soit vous voulez quelqu'un qui a la rigueur en matière de gestion des finances publiques. Et justement, avec la question des forages, s'il était un mauvais ministre, pourquoi a-t-il insisté qu'on puisse rabattre les prix? Parce que c'était exorbitant. Forages. Justement, parce que c'était exorbitant. On est passé de 1000 à 1340 forages. 340 forages supplémentaires. Ça, c'est pas un exploit? Très bien. Christian Malenga, il défie tout celui qui aurait des preuves, n'est-ce pas, à un débat face à face sur cette question de forage et surfacturation. Il a démontré au cours de cette émission, mesdames et messieurs, que Nicolas Kazadi n'intervient nulle part dans la procédure d'approbation des soumissions de marchés publics. Nous avons la direction générale du contrôle des marchés publics, on a le ministre du tutelle, on a toutes ces autorités qui relèvent, n'est-ce pas, de cette question. Parlons à mi-voix de la question d'éclairage public avec les lampadaires pour la ville-province de Kinshasa. C'est encore un constat amer que je suis en train de faire. Gobilaye des fois, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Des fois aussi ça fait pitié. Des fois qu'on est dans une république où hier j'étais infirmier, du coup je deviens journaliste, pas un coup de baguette magique. Je me fais recruter pour les besoins de la cause, lesquels besoins ternir l'image de quelqu'un qui sert la République dignement. En l'occurrence, Nicolas Kazadi. Enlevez les gants. Qui était infirmier, qui il est devenu. Allez-y, droit au but. Mais justement, vous avez vu un pseudo-journaliste s'est fait passer pour un analyste politique, commencer à faire des déclarations pas bien sur la personne de Nicolas Kazadi, comme quoi il aurait pris lui-même l'initiative de mener une enquête, de piloter ce projet d'éclairage public à travers la ville de Kinshasa, et que le gouvernorat de la ville de Kinshasa n'était au courant de rien. Mais je vous ai envoyé la correspondance adressée au ministre des Finances par le gouvernement provincial, notamment sur le projet en question. Vous avez vu le contrat signé, dûment signé par Samba Batili et le président, c'est vraiment le président qui a son nom, mais m'échappe encore, je vais jeter un coup d'œil. Je pense que la régie est en train de balancer ça. Un contrat dûment signé par les deux parties. Bon, donc, on dit que Nicolas est en train de piloter un projet qui n'a jamais été connu du gouvernorat de la ville de Kinshasa. En même temps, nous avons un contrat, nous avons des correspondances adressées au ministre sollicitant le financement. Mais on est où? Bon, parce qu'on s'est dit que parmi les pays chefs de l'État, nous avons notamment la question de l'eau. On a vu avec les forages, ça ne marche pas. Et aussi l'électricité, les lampadaires. Non, donc on ne voit nulle part à Kinshasa. Mais les lampadaires, oui. Mais les lampadaires étaient bloqués par... Mais il y a des projets, notamment les histoires des lampadaires là. C'est des histoires qui étaient arrivées depuis plusieurs mois au port de Matadi. Bloqué par M. Alinguet, le Tout-Puissant. Il venait de donner l'autorisation la semaine dernière ici pour que ça soit relâché.
pour des raisons qui lui sont propres. Et pour ça, vous devez toujours incriminer Nicolas Kazadi. Mais c'est du n'importe quoi. Les projets seraient financés au nom de Nicolas Kazadi, des lampadaires? Le projet est financé au nom et pour le compte de la ville de Kinshasa, signé par les autorités provinciales de la ville-province de Kinshasa. Et vous estimez que celui qui bloque ces projets, c'est Jules Alinguetti? Mais non, ça fait plusieurs mois qu'il est bloqué. Mais si c'est pas lui qui bloque, pourquoi il a autorisé qu'on les libère? Parce qu'il estimait que le monsieur en question est en train de solliciter une exonération. Mais le monsieur qui sollicite l'exonération, ça fait plusieurs mois. On ne lui a jamais accordé ça. Mais demandez à monsieur Gilles Alinguetti qui accorde les exonérations. Ce n'est pas l'IGF, c'est le ministère des Finances. Et pourquoi Nicolas a bloqué s'il était dans ce coup? Qu'il était impliqué. Pourquoi il a bloqué? Je sais que les communicateurs de l'IGF nous suivent et qui vont faire suivre cette émission au directeur Alinguetti. C'est quelqu'un qui est sensible aux médias. Je crois que une réaction ou une lumière va devoir se faire. Donc je retiens par rapport au pilotage du projet d'éclairage public que Nicolas Kazadi... Un projet du gouvernorat de Kinshasa. Donc de l'hôtel des villes, comme on l'a dit. Un projet d'Ngobila. L'hôtel des villes, voilà. Kinshasa, d'Ngobila. Les correspondances sont là. Nicolas n'a jamais pris cette initiative. Vous avez vu même celui qui est chargé, c'est pas moi, de l'énergie, pêche et élevage, de tout. Ouais, j'ai vu la correspondance. Ouais, la correspondance. Il a signé. Alors comment on peut dire que le projet n'est pas connu de l'hôtel des villes? Donc c'est un projet qui est venu sous l'initiative propre de Nicolas Kazadi pour détourner les fonds de l'État. Donc lui qui est dans le coup, les histoires arrivent au port, on sollicite l'exonération, il ne le fait pas, mais tout en étant dans le coup. Et l'IGF contrôle ou l'IGF bloque? L'IGF bloque. Pourquoi? Parce que le monsieur sollicitait l'exonération. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés. Très bien. Parce que dans ce pays, tout le monde est coopérant. On vous dise pas. La République des coopérants. Ah, justement, mais il y en a qui se font passer pour des gens qui font pas ce qu'ils reprochent aux autres. Très bien. Mais pourtant, ils sont en train d'accuser les autres gratuitement. Les péchés sont vus chez les autres. Nous sommes des saints. Oui, c'est comme il y a un dicton qui dit les grands faiseurs ne sont pas les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs. Nous allons essayer d'enquêter sur ces dossiers avec Gilles Alinguetti, avec l'IGF. L'IGF qui, donne un bilan, propose un bilan extraordinaire, selon certains. D'autres, il y a des choses qui se cachent parce qu'on ne sait pas voir, n'est-ce pas, comment est-ce que, par exemple, dans la province du Tanganyika, la gouverneure a dénoncé le fait que l'IGF bloque ou Alinguetti bloque. Voilà. On va passer à un autre sujet, mesdames et messieurs. Merci de nous faire confiance. Vous suivez Débat 24. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur ces plateaux monsieur Christian Malenga. Il est doctorant en gestion des entreprises publiques, mais aussi un citoyen révolté, un curieux dans la recherche scientifique. Il a essayé d'enquêter sur ces questions, ces prétendues surfacturations, forages et questions d'actualité. C'est lampadaire par rapport à l'éclairage public ici à Kinshasa. Indisponibilité de la paix des agents et fonctionnaires de l'État depuis près de 2 mois. Tout le monde crie au blocage. Tout le monde vraiment a les yeux rivés vers le ministère des Finances. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Bon, vous savez, à partir de 2 dernières années passées, la fonction publique fait face à une pléthore d'agents qui sont engagés par le ministre en charge de la fonction publique. Bon, s'il estime que c'est bien, c'est toujours bien pour lui. Mais moi, je vous demande d'enquêter aussi. Le chef de l'État avait créé de l'emploi pour plusieurs jeunes. Oui, je vous demande d'enquêter pour voir sur 100% de ceux qui ont été mécanisés, combien vont régulièrement au boulot. Et tous ceux qui font des bruits sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas payés, tout ça. Combien partent réellement au boulot et travaillent pour le pays? Vous voyez? Maintenant,
répondant à la question du blocage. Ouais. Il n'y a pas eu de blocage, mais c'est juste, il y a eu un petit décalage, un petit souci de trésorerie. Il fallait disponibiliser les fonds. Mais déjà, lorsque j'ai enquêté, parce que j'ai fini mes enquêtes avant-hier, Très bien. au ministère des Finances, toutes les banques commerciales ont été servies. Ok. Ont été servies. Donc la situation est décantée. Alors je ne sais pas pourquoi les banques commerciales aussi, à leur tour, ne convoquent pas les fonctionnaires et agents services publics pour pouvoir leur donner leur salaire. Donc c'est que le sourire peut, n'est-ce pas, revenir dorénavant sous les lèvres des Tout a fonctionnaires. été déjà fait au niveau du ministère des Finances. Mais pourquoi ça a pris du temps? Pourquoi il faut qu'on décrit pour que tout soit arrangé? Bon oui, je crois que le ministre lui-même en a expliqué via la radio Top Congo. C'est vrai qu'il y a les efforts en termes de financement de l'armée, tout ça, on comprend. La question qui a fait à ce qu'il y a un retard, le ministre en a répondu. Donc ceux qui veulent avoir des explications, largement, je suis pas son porte-parole. Justement. Je ne suis pas agent du ministère des Finances. Ce sont eux qui savent, c'est lui qui sait réellement. Il a avancé des raisons qui étaient pour moi convaincantes. Ouais. Bon, s'il y en a qui jugent que ce ne sont pas des raisons convaincantes, bon, ils ont le libre choix. Très bien. Sur une plateforme digitale, notamment le compte X d'un confrère, je vais le citer ici parce qu'il a assumé ses propos, Patrick Lokala, nous avons vu une vidéo être balancée démontrant un bâtiment, un immeuble, une cité à Mbinza Ozone. On dit, bon voilà, les commentaires est tels que, au moment où les Congolais souffrent, au moment où il y a surfacturation, Nicolas Kazadi, ce sont ces mots, les tout-puissants Kazadi, voilà, il se dote d'une cité à lui seul. Est-ce que vous avez aussi mené vos enquêtes par rapport à cette concession? Bon, à mon humble avis, ça sont les débats des caniveaux. Bon, je ne vois pas. Est-ce que vous savez que moi, dès que je suis en train de construire. Très bien. Je suis ministre, je ne suis ni dans le gouvernement, je n'ai jamais travaillé pour l'État. Je suis un entrepreneur indépendant, je construis un immeuble de 4 niveaux. On ne va pas vous reprocher de construire. Vous voyez un ministre en fonction qui a commencé par être chargé d'études au ministère des Finances dans les temps. Ouais. Il a été conseiller financier au ministre des Finances. Il est parmi les précurseurs des francs congolais, vous savez ça? Donc, il a participé à la réforme monétaire dans ce pays. Il est ministre des Finances en fonction. Un cerveau moteur. Voilà. Admettons qu'il est payé 20 000 $ le mois. Donc, chaque mois, Nicolas, lui, doit bouffer les 20 000 $. Il n'épargne pas. Il est aux affaires depuis près de 30 mois. Si nous prenons... 30 ans, vous dire, ou 30 mois 30 mois. Très bien. Si nous prenons un titre d'exemple qu'il est en train d'épargner 10 000 $ le mois, il est dans des 300 000 $ déjà. Pour construire un immeuble, ça va lui coûter quoi? Ça sont des débats des caniveaux. Donc on interdit à un ministre de ne pas construire. Non, c'est un citoyen congolais. Il faut qu'il soit comme d'autres qui trouvent de l'argent ici, qui vont construire ailleurs. Ça, c'est du vrai n'importe quoi. C'est vrai, il construit. C'est vrai, il construit. Qu'il soit en train de construire ou pas, on ne peut pas lui prouver ces droits-là. De construire. De construire. Oui, mais il est payé. Il est payé par l'État. Il a un salaire. Il travaille bénévolement. Il a un salaire. Et pourquoi on lui paye? C'est pour s'épanouir. Donc, on doit être là, commenter sur la vie de quelqu'un. Parce qu'il est en train de construire. Si le monsieur qui est le padre local, s'il n'a pas de moyens pour pouvoir se taper même un petit terrain, c'est pas l'affaire d'Ingola Kazadi ou mon affaire non plus. Mais ce qui est vrai. Donc on reproche à un ministre d'être en train de construire. Ah, mais franchement. Donc déjà, après, on peut aussi dire, on peut se réveiller un matin et dire le président est en train de construire. Ah ben voilà. Hein? Donc toi, comme tu es là, ouais. Demain après demain, tu commences à construire, on dit ah, mais pourquoi on va en train de construire? Très bien. Ça sont des débats des caniveaux, des débats bêtes. Moi, je ne peux pas débattre des questions comme ça. En parlant du président. Ça, c'est vraiment une honte pour notre crème intellectuelle. Ouais. Parce que il faut qu'on change aussi notre système éducatif. Comment on peut produire des licenciés comme ça? Et puis, il faut l'élite intellectuelle changer. Ah, mais ça, c'est vraiment du n'importe quoi. Comment un jeune peut penser comme ça? Quelqu'un qui est payé chaque mois, qui a commencé à travailler depuis toute sa vie, ouais. tu demandes pourquoi il est en train de construire. Donc, il a détourné les gens de l'État. Au moins, je retiens de vos mots qu'il construit.
moi, je n'affirme pas qu'il construit. Ok. Et je ne dis pas non plus Qu'il ne construit pas. construit pas. Mais on retient. Mais je suis en train de fuser le fait que le monsieur là sont en train de dire que Nicolas est en train de construire. Ça, c'est étrange. C'est étrange. Il n'y a qu'au Congo où on s'inquiète, on Moi, s'inquiète quand quelqu'un je construit. n'ai pas vu cet immeuble-là. Comment je dois confirmer? Moi j'ai vu les images, mais je ne peux pas me contenter de ces images-là. Ah ben voilà. Faut-il checker? On a vu sur les images ici un immeuble attribué à Madame Chature. Ben voilà. Je vois l'immeuble. Je vois l'immeuble. Alors, c'est du vrai n'importe quoi. Alors, mesdames et messieurs, merci. Merci de votre fidélité. Vous nous suivez sur TikTok, YouTube, sur Facebook, TNT Blue 7. Merci de votre fidélité. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais je vais revenir sur 2 ou 3 questions que je vais poser à monsieur Christian Malenga. Vous avez affirmé ici que Nicolas Kazadi n'est ni concerné de près ni de loin en ce qui concerne les dossiers de surfacturation et de forage. Un projet déjà adopté dans le Conseil des ministres. Un projet traité pendant qu'il était à la présidence. Bon, à quel niveau il va surfacturer? Vous avez affirmé ici. Il est intervenu à quel niveau pour surfacturer? Moi, je veux que l'on me donne les preuves. Très bien. Il est intervenu à quel niveau pour surfacturer? Il n'est ni dans le mécanisme des décisions ou d'attribution des marchés publics. Il n'est pas là. Lorsque vous voyez le mécanisme là, leur hiérarchie, nous avons le Premier ministre, donc l'autorité d'approbation, Premier ministre, le ministre des budgets, le ministre des tutelles. Dans ce contexte, le ministre des tutelles, c'est le ministre du développement rural. Nicolas intervient à quel niveau? Juste parce qu'il a fait le paiement. Très bien. Vous avez affirmé qu'il n'y a eu aucune procédure d'urgence pour un décaissement de 71 millions de dollars. J'ai enquêté, ça n'a jamais eu lieu. Très bien. On n'a jamais opéré ce financement. Vous nous avez ici aussi révélé que Nicolas Kazadi n'est pas celui qui bloquerait, n'est-ce pas, le projet de lampadaire sur la ville-province de Kinshasa. Et que celui qui bloquait ou celui qui bloquerait le projet, c'est Alingeti. Lui, il va encore bloquer comment? Parce qu'on lui reproche d'avoir exécuté les paiements. Donc lui, il a fait les paiements. Les histoires sont au port. Après, monsieur le tout-puissant Alingeti s'impose. Il interfère dans l'affaire. Donc les histoires, ça n'arrive pas ici. Ce n'est pas l'affaire de Nicolas Kazadi. La cité dont Nicolas Kazadi sera en train de construire en Mbinza Ozone, vous estimez que c'est un débat qui ne vaut pas la peine d'être abordé? On ne peut pas aborder sur des matières bêtes comme ça. On dit le ministre est en train de construire. Ça, c'est un débat de caniveau. Mais au moins, il construit. Oui. Au moins, il construit. C'est ce que j'ai dit. Moi, je n'ai pas vu le meuble en question. Je n'ai pas vu les certificats d'enregistrement de cet immeuble-là. Très bien. De la concession en question, là où il construit. Je ne peux pas affirmer que c'est son immeuble. Et même s'il est en train de construire, il est dans ses droits, il est payé par l'État. N'oubliez pas que c'est un ministre en fonction. Il est payé. Là, tous les avantages qu'il a, qu'on connaît dans ces pays en tant que ministre. Il a travaillé toute sa vie. Ouais, au service de l'État. Il n'a jamais été chômeur. Alors, s'il construit, pourquoi ça doit faire un sujet tabou? Pourriez-vous avoir un dernier mot en vous adressant à la population qui vous écoute par rapport à cette question des surfacturations et forages qui coûteraient 297 000 $? Oui. Ce que moi je peux dire à tous nos téléspectateurs, c'est que nos politiques ici au Congo savent nous tenir par les coups. Ils savent toucher à la sensibilité des Congolais, surtout en ce qui concerne les détournements. Lorsque l'on invente un faux bruit, Nicolas Kazadi, comme quoi il a détourné, moi je ne suis pas son porte-parole, je ne les connais pas, il ne me connaît pas. Je sais seulement que c'est notre ministre des Finances. Je suis intervenu comme un Congolais révolté. Comme il y en a qui s'estiment avoir le droit de pouvoir les critiquer, je m'estime également avoir le droit de les défendre. Voilà, c'est mon droit le plus légitime. Donc, le projet a été signé pendant qu'il était encore à la présidence. Nicolas n'intervient nulle part. Nicolas, c'est encore bien dire. Mais le ministère des Finances n'intervient nulle part dans le mécanisme d'attribution des marchés publics. Nous avons, pour approuver un marché public, soit l'autoriser, nous avons le Premier ministre. Nous avons le ministre des Budgets. Nous avons le ministre des Tutelles. Et si les gens ils ont déjà fait leur travail, Nicolas sera son travail. Il va faire les financements. Et quand il fait les financements, vous créez au scandale. On doit se laisser, on ne doit pas se laisser manipuler par les gens qui croient qu'ils dépensent leur énergie plus que les autres.
Nicolas, dans ce pays, il a apporté des innovations. Nicolas est en train de faire ce qui est palpable et visible. Il y a plusieurs réalisations à son actif. C'est un humain, il ne peut pas manquer d'erreurs dans sa façon de fonctionner, soit dans sa façon d'accomplir ses fonctions. Mais ses prouesses sont largement supérieures à ses défauts. Très bien. Il veut peut-être reprocher le fait qu'il ne libère pas l'argent pour les fonctions de l'État tôt, mais c'est pour des raisons aussi bien déterminées, parce que la fonction publique connaît un pléthore jamais connu. À l'époque, le Premier ministre Matata, il ne gérait pas ce que Nicolas gère aujourd'hui. Nicolas finance la gratuité de l'enseignement. Nicolas a financé les élections. Nicolas finance la maternité gratuite. Nicolas finance la guerre à l'Est. Le même Nicolas, là, différents travaux. Nous avons l'arène sportive au niveau du stade des Martyrs. C'est Nicolas qui finance. En même temps, nous avons différents projets dans des provinces qui sont en train de financer, pas par Nicolas. Est-ce qu'il faut aussi qu'on mette peut-être 145 territoires 145 territoires, justement, aussi. C'est en train de financer. Quelqu'un qui est en train d'innover dans le secteur des finances avec différentes techniques, la digitalisation et tout. Il fait à ce que le pouvoir ne puisse pas, soit que le gouvernement ne puisse pas perdre certaines recettes. Il est en train de recadrer les ressources de l'État, de les canaliser. Un monsieur comme ça, on les met à la merci de la population, comme quoi il est mauvais, c'est un monstre, c'est lui qui bloque la République. Mais on est où? Mais les gens savent. Ils savent que la sensibilité des Congolais, c'est le détournement. Très bien. Alors, comme Nicolas a une petite voix, il ne sait pas s'exprimer pour convaincre tout le monde, on peut les diaboliser. Et pourquoi même attendre la sortie du gouvernement, qui est d'ailleurs imminente, pour faire ce faux bruit? Parce que ces projets ont existé depuis très longtemps. Très bien. Pourquoi attendre seulement ce moment crucial? Seulement pour les diaboliser dans l'opinion, et que si jamais ils revenaient, qu'ils disent « Ah, il est encore revenu, il va encore nous bloquer ». Nicolas ne bloque rien. Il ne bloque rien. Il est dans la chaîne de dépenses. Ce n'est pas lui le plus grand décideur. Mais il peut aussi apporter son expertise. Comme il en a fait avec les projets de forage, qu'on appelle abusivement forage, comme c'était des puits d'eau creusés. Ce sont des mini-usines de traitement d'eau. Très bien. Ça va être la fin de votre émission. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance. J'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Christian Malenga. Il est doctorant en gestion d'entreprises publiques, mais aussi un citoyen révolté, n'est-ce pas, un citoyen qui a réalisé ses enquêtes en ce qui concerne, n'est-ce pas, c'est la prétendue surfacturation, voilà, au niveau du ministère de Finances. M. Christian, je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Henry. C'est la fin de votre émission. Je vous fixe rendez-vous au prochain rendez-vous de l'actualité. J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé, l'enseignement, pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+.